Salut. Bonjour Nana. Horizon bleu. Conode. On va voir si des gens vont poser des questions comme ça. Salut Horizon. Horizon bleu. Bonjour. Et non, rien que de l'unité. Conode. Tu voulais dire. Conode 26. Rose blanche. Merci pour la rose. Conode 26. سيدو صحيح تعلمت كاع حديث عمي نور الدين عمي salut, salut. Au moins partagez le live. نساب دراسي احنا نسابكم عمي نور الدين والناس وهران نسابنا العزاز شكون هذا يوزر
Rides 46 toujours, fidèle au poste. J'ai rien à faire. Hein. La sieste, on met un petit live comme ça quand l'envie m'est donnée. Ça, salut Chanel. Ben. Aïe. Aïe, Ling, quelque chose. Avec le drapeau anglais. Lingers. Allô, oui, Chanel. Allô, que tal? Vous m'entendez bien au moins? Cinq sur 5. 5 by 5. Ok. Ok. L'objectif, oui, 55. Vite, Pagnol. Pagnol, on va voir ta connexion. La sermentation cabinet. Ah, d'accord. C'est le nouveau cabinet. Reprendre quoi? D'abord, faut que tu saches, Peli, on peut pas. Salut. Rides. D'abord, on peut pas te demander, parce que je suis à la retraite. À la limite, on peut te proposer des trucs de formation, mais on peut pas te demander de reprendre les vols. Terminé. Quand tu dépasses la retraite, ça y est. Tu peux à la limite être versé sur la formation. Oui. Mais pas les vols. Les vols, non. PDGH. Il y a déjà un PDG. Faudrait que le poste soit vacant pour qu'on puisse peut-être essayer de chercher quelqu'un d'autre. Feedback. Les étudiants ont dit. Il va dire. Vous pouvez pas piloter. Non, sur vol commercial en tant que commercial pilot, non. En tant que SFI, oui, Synthetic Flight Instructor, oui. Mais pas en tant que pilote de ligne commercial, non. Mais c'est ça le principe de la retraite. Hein. C'est qu'ils considèrent que tu dépasses 65 ans, ça est terminé. Hein. Tu n'es valable que pour la casse. Effect. Mais pourquoi si là,
Non, ça n'a rien à voir avec la santé. Il faudrait que la législation change, Chaniel. C'est une question de législation. Salut, JB. Affaire configuration. Affaire configuration. Salut Nordine. Salut, affaire Salut, configuration. salut les amis. J'étais en train de répondre à Chanil. Et Riles qui posait la question si on demande à quelqu'un qui dépasse l'âge de la retraite de reprendre. Je lui ai dit non. En tant que pilote de ligne, non. Non, on peut reprendre comme pilote professionnel et encore. Ouais. Et Sur les encore. petits avions. Voilà, dans les petits avions, mais pas en tant que pilot, commercial pilot, parce que la réglementation est là, elle est figée. Maintenant, il y a des pays qui ont déposé un amendement pour aller au-delà de 65 ans. Style le Japon demande 72 ans, vu la technologie des avions. Mais moi, bon, les Non. Japonais n'ont pas la même consistance de santé comme nous que nous. Non, non, non. Mais ça fait trop. Ce que l'on peut faire, ce que l'on peut faire jusqu'à 60 ans, jusqu'à 65 ans, au-delà, moi je vois à mon âge, il y a plein de choses. On n'a plus le souffle, on n'a plus, même si on est en bonne santé, Exact. il y a plein de choses, quoi. Non. Les vols de nuit, les conneries comme ça, ouais. Et en plus, les gens, je pense, ont tendance à oublier que tu passes 40 ans en ligne, Ouais. 45 ans, ça fait beaucoup. Et avec les décalages horaires, avec tout ça, non, non. Et puis, il faut reconnaître on serait certainement moins sûr. Même l'expérience ne compense pas tout, hein. Il y a la disponibilité, il y a la fraîcheur de pensée, il y a tout ça, hein, non. Tout à fait, tout à fait. Et Riles, bon, dit que dans le management n'a rien à voir, c'est autre chose. Le management, à la limite, ils peuvent appeler des gens d'une certaine compétence pour être conseillers, pour être dans la formation, probablement, quand ils ont encore à donner quelque chose. Mais dans la ligne, non. Ce qu'il faut que les gens comprennent, ce qui est très important, c'est que quand on est commandant de bord, on est un manager, on est un leader, mais dans un système très particulier où les fonctions sont parfaitement définies, les rôles sont parfaitement définis, les procédures sont parfaitement définies, etc. Pour des gens comme moi qui, pour des raisons indépendantes de notre volonté, avons dû nous reconvertir comme manager au sol. C'est un autre métier qu'il faut apprendre. Notre métier de pilote ne nous amène pas à être forcément de bons managers. On peut avoir été un bon commandant de bord et être un piètre manager quand on est au sol. C'est un autre métier qu'il faut apprendre. Alors là, bon, ben, ça dépend de la volonté de chacun, ça dépend de l'âge que l'on a lorsqu'il faut qu'on fasse cette conversion, etc., etc., etc. Et là, on tombe devant un problème éventuel. Non, 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 il faut savoir serrer les problèmes et alors, par exemple, par contre, moi, ce que je fais, par exemple, donner des cours ou quoi, oui, ça c'est Ouais. tout à fait possible. Mais piloter, non, non, il faut savoir s'arrêter. Ben, tu sais, pendant la période Covid, puisqu'on ne travaille pas beaucoup, moi j'ai préparé avec l'école d'Aguetel, il va connaître, oui, l'école, enfin une académie au Canada, en ligne, j'avais préparé plusieurs diplômes, entre autres le mini MBA au management, la chaîne de logistique, la structure DRH, truc et tout. Et c'était intéressant parce que bon, on avait du temps, hein. Mais déjà c'était un morceau et c'était en ligne, hein. Et c'était un gros gros morceau. Oh, oui, absolument. Moi, j'ai fait une formation d'auditeur. J'ai fait une formation. Ah, ça les pète les gamines. Hein. Moi, j'ai fait une formation d'auditeur qualité. J'ai fait une formation HACCP, etc. Bon, c'est des trucs qu'on peut faire. Ouais.
Ah, voilà Walid, notre ami Walid du Canada. Bonjour, bonjour JB, Salut bonjour. Walid, comment vas-tu? Ça va très Donc, bien et dis, toi? non, ça va, ça va. T'as fait de belles vidéos là, hein, sur, Merci. ah ouais, très bien, hein. Sherbrooke, tout ça, Ouais, bien, c'est très très beau Sherbrooke, j'ai bien aimé. ouais. C'est pour ça le Cessna, c'est bien avec les ailes hautes. Ouais. On voit mieux que dans les autres avions. Moi, j'ai jamais volé. Oui, il y avait un avion qu'on avait qui était avec aile haute, c'était le Fairchild F-27. T'as pas connu ça? C'était héroïque ces avions. Ah oui, je connais pas. Il y avait un cylindre en ligne inversé avec les têtes de cylindre en bas et train classique. Alors, comme le nez évidemment remontait, le roulage, on était obligé de rouler en zigzag parce qu'on voyait pas devant. Donc, Ah, oui, on je vois lequel. zigzaguait, on regardait un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Mais il est très performant cet avion. Oh, c'était un vieux truc. Oui, c'était assez performant, oui, mais enfin, c'était alors, tu sais, le cockpit, il y avait des tubes métalliques qui passaient, etc. C'était. T'as pas fait du, hein, Nourdine, toi, t'as pas fait du Fairchild F-27. Ouais, T'en as fait? oui, oui. Mais pas trop, hein, on a Non, non, fait. pas le Fokker 27. Non. Le Fairchild, non, non. Ah non, non, Le non, non. monomoteur, Ça, c'était c'était pas le un nous. qu'on avait à l'aéroclub. Non, nous, on avait. Non, c'était pas le Fairchild. Non, on avait le PA-28 seulement, quoi. Ouais, le PA28, ouais. Moi, à l'aéroclub, j'ai fait du DA, du mousquetaire, le Jodel D140. Ouais, Il y avait le même moteur que il y avait le même moteur que le Cherokee, 140 chevaux, et l'avion était en bois et toile. Donc, et il avait les bouts d'ailes qui relevaient là, un peu comme pas comme le Stuka, mais un peu comme ça, tu vois. Il avait un dièdre simplement au bout des ailes. ouais. Euh, non, on parlait du Cessna, c'est bien, on voit bien en bas, hein, les vidéos qu'il a fait Walid. On voit bien sur C'est le vraiment Cessna. très bien pour la navigation et les Cessna parce que Ouais. tu as une visibilité partout. Mhm. Et c'est vrai, contrairement aux ailes un peu basses. Ouais. Et puis j'ai vu qu'il y en a certains, tout au moins, qui passent la voltige. J'ai vu des vidéos de vrille en Cessna, oui, en Cessna avec Ouais, il air y en a haute là. le 152, il y a beaucoup de versions voltige en 152. Mhm. Attends, Et تعرفونا جي ما فهمتكش واش تحبي تقولي هنا تاع تابعين الفرات انتم زعما tu veux dire qu'on fait partie du fret ouais mais j'ai pas compris فاهمين هاي تابعين للفرات انتم si tu parles du fret non on fait pas du fret là on était commandant en ligne normale commerciale on est à la retraite donc il a ما فهمتكش فاهميني واش حابه تقولي qu'est-ce que tu veux dire par تابعين للفرات انتم Maintenant, si tu veux dire خلاص تعليم البارتي يا فرات, ça c'est autre chose. sinon, Walid, actuellement, donc tu fais tes heures de solo, ou bien tu en es où là? Là, j'attaque aujourd'hui le CPL. En fait, le programme qu'on a, nous, est un peu spécifique par rapport aux autres écoles. Vu qu'on est en ATPL intégré, donc on va commencer CPL par A, ou par une. Donc, on va avoir juste la navigation, quelques cours, et après, on va attaquer le multi-engine IFR. Et après, on va revenir au CPL à la fin, pour faire le CPL tout à la fin. Ça veut dire, attends, tu parles du théorique ou du pratique là? Du théorique, au niveau de Ah, théorique, pratique, d'accord. ouais, Donc au vous allez niveau de faire la navigation du CPL, c'est ça. d'accord? Pour attaquer le multi-engine IFR. Et après, D'accord. à la fin, on revient au CPL pour faire le CPL. D'accord, Mais ok. moi, je vais être un peu en cas particulier parce que j'ai un peu avancé en pratique. Donc, je serai obligé Ouais, de faire le CPL avant. d'accord. Ok. Ah, Ouais. voilà notre ami Pagnol. Salut. Pagnol. Notre ami qui a fait cadeau de 747-800 à Voilà, la famille royale du Ah, Qatar. pas de politique, Nordel, pas de Non, politique. Ah, pas pas de de cadeau, on politique. parle de أنا cadeau. معدولة أنا. On parle de cadeau, on parle de cadeau. Ah Ouais. oui, ça Ouais, va les gars.
Ils auraient pu me le donner à moi. T'as raison. Oui, oui, T'as non, raison. non, ils avaient prévu ça, mais bon, la maquette, elle n'est pas prête. Ah, d'accord. Parce que moi, ça m'aurait plu d'avoir un. Je ne sais pas où je l'aurais mis, mais Bon, moi, honnêtement, je l'ai vu plusieurs fois, le 47 en question, mais de l'intérieur, jamais. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de... Il est en configuration présidentielle, hein, donc Oui, bon, apparemment, il y a un reportage là-dessus, ouais, il j'ai vu. montre Ouais. l'intérieur, etc. Hmm. Mais moi, je ne l'ai pas vu de l'intérieur. Une chose est sûre, l'avantage de ces avions, c'est l'entretien. Ils ont un Ouais. entretien impeccable, Ouais. exceptionnel. Donc, c'est pour ça que je pense que les Américains vont l'accepter. C'est par rapport à son Ouais. entretien. Voilà. Ça, voilà, ça, c'est l'avion que j'aurais voulu piloter avant de prendre la retraite. Ça. Le Oui, 47, mais c'est. attention, Morad, le 747, il est très beau. C'est un avion de rêve. Moi, je l'adore de Ouais. l'extérieur. Mais les gars qui le pilotent, j'en connais certains. Avec nous, il paraît que c'est pas la joie, hein. Il est très bruyant. Donc, voilà. oui, C'est de l'ancienne génération, hein. dans cette génération, un C'est de million. l'ancienne génération, hein. Mais c'est une sacrée bécane, hein. Voilà. Je suis rentré ce matin de Addis, un vol Ah, super t'as long. fait l'aller-retour alors, t'as fait. Très dur, très dur. C'est un vol qui m'appelle demanding flight. Ah ouais, hein. Voilà. Les limitations là-bas, c'est vraiment très restrictif ou bien vous arrivez quand même à décoller avec la charge? Non, on décolle, à l'aise, on décolle. Parce que les moteurs, ils sont très puissants. Donc, on Ouais, décolle et des fois, qu'est-ce qu'on fait? On met Flaps 20 au décollage, on les force à Flaps 20 parce que le système de performance, on le met toujours sur optimum et c'est lui qui choisit ouais, bien sûr. les flaps et c'est lui qui choisit la puissance des réacteurs. Mais Mais c'est quand on a... étonnant, Flaps 20, parce que normalement, à ces altitudes-là, aux alentours de 8000 pieds, tu devrais être limité deuxième segment et non pas. Parce que Flaps 20, pour moi, c'est plutôt une limitation de longueur de piste. Or, la piste là-bas doit être super longue. Non, elle n'est pas très longue la piste. Je me rappelle plus. Attends, je dois voir. Je me rappelle plus combien elle Bon, faisait la peu importe. piste. Enfin, c'est au moins Ah du oui, elle faisait 3005. 3800. 3800, je me rappelle. 3800, bah c'est grand, 3800, attends. Mais attends. Hier, à l'atterrissage, on a atterri avec 230, 38 tonnes à l'atterrissage, je crois 238 ou 248, je me rappelle plus. Ouais. Full reverse, auto break 3. On a fini à la fin. Hein. Je me suis dit, c'est bon, on a رايحين C'est normal, ça, attends. T'as une true airspeed à 8000 pieds, hein. T'as une true airspeed de 8000 pieds, hein. C'est, 100, voilà. 180 nœuds Ouais, à eh ground ouais, speed. Ouais, eh ouais, ouais, eh ouais. ouais. Donc là, Donc, il faut que les gens comprennent que plus on se pose haut, plus la vitesse propre de l'avion est importante, même pour une même vitesse indiquée, hein. et là-bas, c'est Captain Takeoff and Landing only. Donc, c'est que Ah le ouais, hein. commandant qui peut faire décollage, atterrissage. Confiance me cache. Ah Non, oui, mais Maclaz. ça me paraît, enfin, ça dépend des avions, mais Flaps 20, c'est le genre de braquage que l'on utilise quand la piste est relativement courte. Donc ça m'étonne, bon, ça c'est les performances de ton avion, hein, mais ça m'étonne un Flaps 20 sur une piste à 8000 pieds, quoi, voilà. Non, non. Mais tu as Non, des gros moteurs, tu as des moteurs peut-être tellement puissants que, ouais. voilà, c'est ça le problème. Voilà, voilà. D'ailleurs, Hier, j'ai c'est assisté la parti. semaine dernière c'était un Dash 400, je pense. À Billy Bishop. Je ne sais pas si vous connaissez l'aéroport. Billy Non. Bishop à Toronto. C'est un aéroport très très beau, mais la piste elle est courte. Il a vraiment décollé la dernière minute. Et puis c'est une île, donc c'est très dangereux. Je vais publier la vidéo maintenant. Je viens m'en rappeler en parlant de la piste. Mhm. Donc, Samy, hier, tu allais faire un vol hier, quand tu étais avec nous. Oui, j'étais en route ben, hier quand ça se coupait. J'étais en route vers l'aéroport et donc je conduisais, je regardais, ça se coupait, je sais pas ce qui... Enfin, tu avais dit, je Donc suis dans la j'entendais la navette. moitié de Donc, la on s'est fait conversation et piloter. après un moment, JB il a commencé à expliquer le centrage, etc.
Je reçois un appel des opérations parce que j'étais juste à l'heure, donc ils voulaient savoir où j'étais. Donc après, je me suis déconnecté. C'est normal, le boulot d'abord. Voilà. Ah, bah, c'est bien. Différence, là, ce que ça donne, c'est que ces biréacteurs, là, ils sont tellement puissants que même à 8000 pieds, t'es pas limité, même avec un terrain à 8000 pieds ou quelqu'un dans ces eaux-là, tu arrives à ne pas être limité climb. Alors que avec les avions d'ancienne génération, on était toujours sous-motorisé. Et là, des terrains comme ça, c'est des terrains où on aurait décollé avec Flaps 1 ou Flaps 2, hein, pas plus. Hein, on ne pouvait pas faire plus. Hein. C'est quoi comme moteur ça Regarde, qu'il y a sur les 777? C'est des GE? pardon. Ouais, c'est des GE. 115 000 pounds. Ouais. Ah ouais, mais là, maintenant, ils ont trouvé une nouvelle. J'ai vu l'autre jour, ils en ont un qui fait 162 000 pounds. Ouais. Ah bon? C'est sur le Ouais, 777X, Balek, ouais, je non? crois que c'est le 777X, ouais. Ouais. J'ai vu le Alors, chiffre, j'étais affolé. euh, Mourad, pendant que je parlais, je faisais les calculs parce que j'ai l'iPad là devant moi. Donc, je refais à peu près les mêmes performances qu'hier et on est limité au max take-off weight à 282 tonnes, alors que normalement on est à 352 tonnes. Donc, et Oui. flap 15, hein? Et ça, 282 tonnes, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal oui, c'est pas mal, mais bon, ça reste loin de ce qu'on peut faire. Oui. Parce que Et, l'aéroport, il est à 7 900. Attends, je vais te dire, hein. et en temps de remplissage, il était comment? Plein. Ah, قصدني بهاد la question, Nordel. Et tu perds 70 tonnes. Sur 350 tonnes, ça fait 20% de perte. Ouais, ouais. 20%, c'est quand même gros, hein? 20% de. Mais, Non, parce que sur les terrains comme ça. réellement, on n'en a pas besoin parce qu'on prend pas autant de fuel. Donc, on n'en a pas besoin. Donc, Oui, oui. ça nous Mais ce que je suffit. veux dire, c'est que quand même, en, C'est en énorme. On peut pas décoller. Oui, En RTOW, tu perds 20% par rapport au maximum structural. Voilà, c'est ça, c'est ça que je veux exactement. dire. Donc, Airport Elevation, 7625. D'accord. Mais j'ai fait pire. J'ai fait Quito, 8030. Je ne sais pas sur quel terrain Boeing teste ses avions. Tous les avions étaient limités à 8300 pieds. Toujours pareil. À moins qu'ils aient trouvé autre chose. C'est toujours 8300. Hein. Ouais, toujours pareil. Ouais, voilà, parce que c'est le plus haut terrain où ils peuvent aller. Ouais. 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 Et là, t'es pépère chez toi, Samy? T'es à la maison, là. Tu as une bonne Impeccable à connexion. la maison, Une bonne tranquille. connexion. Ouais. Dès que JB va boire le thé, moi je vais boire le café. Wesh يدير ندير Nordin, معك. Comme ça, tu fais Bon, fiche à fiche. je vais lui souffler une idée à faire et on va voir si tu vas la faire. Wesh, l'idée c'est quoi? C'est de poser des questions Non, non, à Walid. je vais lui envoyer par WhatsApp. Mais tu veux ma tête, toi? J'ai préparé une vidéo, mais je sais pas si je vais la faire. Si je la fais, Samy, tu vas devenir fou. C'est celle qui permet de calculer l'humidité relative en connaissant la température du point de rosée, la température réelle. Alors c'est avec des logarithmes népériens. Tu vois, Voilà. c'est quand tu parles de ce genre de choses que je rêve que la connexion se détériore. Au contraire, Je me au contraire, c'est je là où me il dis, faut. ah, Rabbi, وطرح la connexion. Non, 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 ça de toute façon, je l'ai fait, c'était parce qu'il y avait quelqu'un un jour sur le live qui a posé la question, on parlait de formation de nuages, point de rosée, etc. Et il a dit comment on calcule l'humidité relative. Alors je lui dis, bon, il y a des formules, mais c'est compliqué. Alors j'ai été rechercher ces formules. Bon, effectivement, je les avais perdues de vue, parce que bon, on les utilisait pas vraiment. Mais pour calculer le point de rosée, il faut calculer avec des logarithmes népériens. Et pour calculer l'humidité relative, c'est des exponentielles, bien évidemment. Voilà. Mais c'est marrant, quoi. C'est juste,
C'est nice to know. Very nice to know, quoi. Tu Voilà. sais, Après Sami Morad, Demir, Sami Walid, Demir, Sami vas-y, Demir, vas-y. je réponds un petit peu à Salim Bahar. Dans ce live, on ne parle pas des gens. Bassabar était commandant de bord sur LG, qu'on a connu, qu'on a eu comme post officer, qu'on a formé comme truc, que c'est un collègue de travail, comme tous les autres collègues, et on n'est pas là pour parler des autres. On n'en pense que du bien sur tous les collègues qu'on a eus, et qu'on peut avoir encore si on les connaît, quoi. Donc voilà, on ne parle pas des gens ici. Vas-y, Samy. Pour Walid, tu sais, Walid, moi, quand j'entends JB ou Nordin parler de choses comme ça, théoriques, etc., des choses qu'on utilise quotidiennement, dans chaque fois qu'on décolle, qu'on atterrit, qu'on utilise. Je te jure que tu as envie, après le live ou pendant le live, d'ouvrir, d'aller voir, de savoir, etc. Des choses que, par exemple, là, il parle d'humidité, etc. C'est des choses qui affectent le vol, qu'on utilise, etc. Mais Balak Anaya, je ne saurais pas calculer ça, alors que je l'utilise tous les jours. Mais ça te donne envie d'aller creuser, de voir les manuels, etc. C'est ça l'avantage, le gros avantage de ce live. C'est Une apprendre question à très tout simple. moment. Une question très simple. Les performances, c'est une question qui, oui, non, hein. Les performances d'un avion sont-elles les mêmes, à même température, hein, même altitude, pression, tout, hein. Est-ce que les performances de l'avion sont les mêmes si on a une humidité relative de 80% ou une humidité relative de 20%? Et si elles ne sont pas les mêmes, dans quel cas est-ce qu'on aura les meilleures performances? La, Walid, répondez, la question. répondez, Euh, Walid. pour te dire, Samy, tu sais que je deviens pilote grâce à ce live, hein. Mais pour de vrai, hein. Tu l'es déjà, tu l'es. Alors, Euh, d'après toi, Walid? alors, les performances ne seront pas les mêmes. Oui? Alors, plus il y a d'humidité, mieux sera normalement les performances. Eh bien non, c'est le contraire. Ah, bah voilà, j'avais une chance sur deux. Parce que plus il y a d'humidité, plus il y a de vapeur d'eau dans un volume donné d'air, moins il y a d'air. Puisqu'il y a une partie du volume, on va prendre 1 m3. On va dire que dans ce mètre cube, il y a une certaine quantité, une certaine masse de vapeur d'eau. Cette masse de vapeur d'eau va remplacer de l'air. Et donc la quantité d'air qu'il y aura dans ce volume donné sera moindre que quand l'air est sec. Donc sa masse volumique, la masse volumique de l'air humide, est moindre que la masse volumique de l'air sec. Maintenant que tu Et le dis, donc, ça a l'air plus simple, ouais. Donc, on va la comparer à la relative, la masse relative d'air, donc automatiquement celle d'oxygène, moins d'oxygène. Okay. Non, c'est pas l'oxygène. Ce qui compte, c'est la masse volumique de l'air, c'est-à-dire la quantité d'air divisée par le volume. Plus il y a dans un volume donné, plus il y a de vapeur d'eau, moins il y a d'air. Et le volume reste le même. Donc la masse volumique de l'air diminuant, comme tout, la poussée des réacteurs ou la puissance de ton moteur, comme va donc diminuer puisque ρ diminue parce que ça dépend de la masse volumique, et les performances de ton avion vont, la puissance utile de l'avion va augmenter puisque il va falloir plus de vitesse pour pour avoir la portance voulue. Voilà. Donc il faut se méfier de ça. Voilà. Enfin, c'est pas l'influence de l'humidité sur les performances est moindre que l'influence de la température et moindre que l'influence de la pression. Mais dans tous les cas de figure, ça a quand même une importance. يا جي اش اف تي ار مش عارف كيفاش. هذا اللايف تاعي داكور، وهذا اللايف تاعنا تاعي تاع صحابي وكلشي. نتكلموا باللغه اللي نبغوا، ما فيها ني شرف ني شكوبي ني والو. اوكي، يهضر معاك بالدارجه تاعك دروك انت. احنا نتكلموا باللغه اللي نتمكنوا فيها، سيتادير لو فرونسي اي لونغلي. داكور، اللي اللغه تاع الطيران ما غاديش نتكلموا اللغه تاع الشارع تاع الطريق. اوكي، ما عجبتكش ديري تشينج اوفر وروحي ليه.
Ling, je sais pas quoi là, les drapeaux anglais. Tu dis, vous m'avez pas répondu. J'ai pas vu ta question, franchement, je suis remonté, mais j'ai pas trouvé. Est-ce que tu peux la reposer parce que tu as dit, ouais, pas à répondre. La question, je ne l'ai pas trouvée non plus. J'ai remonté tout le live, j'ai pas trouvé. Donc, قالت لك زعما كي شغل هنا on est en train de parler français parce que on pense qu'en parlant français, par complexe et par, on fait honneur à cette langue. Mais ça n'a rien à voir. On maîtrise cette langue. On maîtrise la discussion dans cette langue. Et en plus, ce live, il parle aviation. Et l'aviation parle français, anglais. Et si ça parlait arabe, eh ben, on aurait peut-être fait un effort pour l'apprendre en arabe. Mais nous, on a fait nos études en français. Si, c'est pas pour te faire plaisir qu'on va, qu'on va essayer de trucs. Là, des fois, Il faut comprendre que ce qui est important dans la communication, c'est pas la langue, c'est c'est le les message, idées que l'on l'idée. transmet. Et Exact. on les transmet d'autant mieux que l'on parle dans une langue que l'on comprend, que l'on maîtrise. Nous maîtrisons le français, nous maîtrisons l'anglais, peut-être un peu moins parce que c'est pas notre langue maternelle, mais quand il s'agit d'aviation, le vocabulaire aéronautique, on le connaît aussi bien en français qu'en anglais, et peut-être même mieux en anglais des fois. Ok. Et puis c'est tout. Ça ne veut pas dire que l'on n'est ni francophile, ni anglophile, ni rien du tout. Ça veut dire que l'on connaît ces deux langues et c'est là-dedans qu'on a appris à travailler. C'est tout. Voilà. Je vais te donner un exemple. J'y vais. Il y a un exemple probant. J'étais élu entre 97 et 2002 au Conseil général dans la POI, ce qu'on appelle la POI, l'Assemblée populaire de Wirral. Et avant, post-99, ça ne parlait qu'en arabe dans les assemblées. Donc, moi, je ne maîtrise pas l'arabe, je parlais que d'Elijah, mais quand tu es dans une assemblée comme ça, il faut parler en arabe. Donc, il y en a qui maîtrisaient dans les différents partis. Et ils se levaient, ils parlaient en arabe, dans un arabe vraiment littéraire. Et donc, nous, quand on avait une idée, on ne pouvait pas l'exprimer. 99, quand Boutef était venu, il avait autorisé les assemblées, que ce soit populaires ou la nationale, de parler en français avec un circulaire. Alors là, on s'est éclaté entre sauf 99 et 2002. Moi, personnellement, je devrais rentrer dedans sur les histoires de schéma directeur de la ville, qui manquait d'eau, ceci, cela. Et c'était bien. Et je leur disais, hein, quand je me levais, je disais, heureusement que le président nous permet de parler en français dans le truc, langue que je maîtrise, pour faire passer un message. Parce que je ne pouvais pas vous l'exprimer en littéraire, en arabe. Et c'était grâce à ça qu'on pouvait faire passer des messages et faire arriver le truc aux responsables terrain pour qu'ils puissent faire quelque chose. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. On te fait Moi, passer le message. mais Et, absolument. Moi, quand je suis rentré à l'école dans laquelle j'enseigne, qu'on m'a dit, bon, ici, on donne des cours en anglais, bon, comme j'avais jamais enseigné en anglais, ouais, j'avais travaillé en anglais, mais j'avais jamais enseigné en anglais, je me suis dit, bah, c'est une occasion de travailler mon anglais, etc. Mais j'avais une petite appréhension par rapport, non pas aux matières purement techniques, mais je m'étais ouais. dit, tout ce qui est facteur humain, etc., ben là que je vais manquer de spontanéité, ou là tu vois, de vocabulaire, de spontanéité par peut-être un manque de vocabulaire. Et puis finalement, en s'y mettant, bon, on y arrive, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est vraiment pas la langue, c'est les idées que l'on transmet et la manière dont on transmet ces idées, si on les rend compréhensibles ou pas. C'est ça qui est important. Le reste, c'est de la littérature. Hein. Non, je sais pourquoi ils font ça. C'est parce que bon, il y a ce qu'il y a en ce moment et que au niveau il y a des choses. Mais moi, je regarde pas ces trucs-là. Chacun s'exprime dans la langue qu'il maîtrise et c'est tout. Et quand on s'entend et c'est tout. Voilà. La preuve, des fois, on explique des choses vulgairement, mais en dialecte algérien pour essayer de faire un truc. Mais quand il s'agit de trucs techniques et tout, on peut pas faire autrement. C'est impossible, impossible. Enfin bon,
Ceci dit, on passe à autre chose. Il y a quelqu'un qui a posé la question, je ne sais pas si tu l'as vu, JB ou pas. Rôle densité sur les performances. Tu l'as vu ou pas? JB ne dit pas que tu as été prendre de thé. Attends, pardon. Le simple, il pose la question. Ah, rôle de la densité sur les performances. Bon, on peut en parler. Très bien. Alors, regardons le principe déjà de base. On va déjà s'intéresser, pour parler de la densité, l'influence de la densité sur les performances, on va parler d'abord des moteurs, et ensuite on parlera de l'avion lui-même, du côté vol. Les moteurs. Soyons très clairs. Que ce soit un moteur à piston ou un moteur à réaction. Quand il tourne à un certain régime, dans un temps donné, 1 minute, 1 seconde, 1 heure, peu importe, il avale un certain volume d'air. On est bien d'accord. Et ce volume d'air va être utilisé pour faire brûler du carburant. Très bien. Ce volume d'air représente une certaine masse en fonction de la densité de l'air, en fonction donc de la masse volumique de cet air. S'il rentre, on va dire un chiffre, peu importe, s'il rentre 10 mètres cubes à la seconde dans un réacteur, 10 mètres cubes d'air, que chaque mètre cube pèse 1 kg, il va rentrer donc 10 kg d'air dans ce réacteur. 10 kg d'air dans le réacteur, ça va servir à faire brûler une certaine quantité de carburant. En fait, il faut 40 kg d'air pour 1 kg de carburant dans un réacteur. D'accord ? Donc, quand il rentre 10 kg d'air, il va falloir faire un quarantième de 10 kg de carburant qu'on va rentrer dans le réacteur. Ce qui va donner une certaine poussée. Très bien. On va mettre un quarantième de kilogramme de carburant dans un quarantième de 10 kg, donc 0,4 kg de carburant par seconde. Lorsque cet avion va se trouver à un endroit ou à une altitude où ces 10 mètres cubes d'air ne vont pas peser 10 kg, mais vont peser 8 kg, parce que la masse volumique de l'air a diminué. Eh bien, pour garder le même ratio entre le carburant et l'air, on va être obligé de diminuer la quantité de carburant que l'on fera rentrer dans ce réacteur, pour garder le ratio de 1 à 40. 1 kg de carburant avec 40 kg d'air. Eh bien, puisqu'on va rentrer moins de carburant dans le réacteur, il va forcément donner moins de poussée. Donc, déjà, première des choses, la densité va jouer sur le fait que ça va diminuer la poussée des réacteurs quand il s'agit de réacteurs, mais le même principe est applicable au moteur à piston. Si on diminue la masse volumique de l'air, on va être obligé de diminuer la quantité de carburant que l'on rentre dans le moteur, et donc sa puissance va diminuer. Très bien, ça c'est côté moteur. Donc plus la densité de l'air va diminuer, moins le réacteur sera capable de délivrer de la poussée ou le moteur de la puissance, le moteur à piston de la puissance. Ça c'est côté propulsion. Côté maintenant de l'avion, on sait que la portance, appelons-la L, appelons-la comme on voudra, la portance est égale à 1/2 de ρ, la masse volumique de l'air, S, la surface de l'aile, V au carré, la vitesse de l'avion, et CZ, le coefficient de portance. On voit bien que la portance est proportionnelle, directement proportionnelle à la masse volumique. Donc, pour avoir une portance donnée, parce que la portance va compenser le poids, on a un poids donné, donc il nous faut une portance donnée. Si on regarde l'équation 1/2 de ρ S V2 CZ, qu'est-ce qui va se produire? Si ρ diminue, parce la température a augmenté, ou bien l'altitude du terrain a augmenté, ρ diminue. Pour obtenir la portance qu'il nous faut, il va falloir jouer sur la vitesse, on va être obligé d'augmenter la vitesse, ou éventuellement d'augmenter le CZ.
si on ne veut pas augmenter la vitesse, il va falloir augmenter le CZ. Le CZ, on va l'augmenter comment? En braquant des volets, plus de volets. Mais si on braque plus de volets, on génère plus de traînées. Et donc, qu'est-ce que ça va donner au bout du compte? La masse volumique de l'air qui diminue va faire que la puissance nécessaire au vol va augmenter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la densité de l'air ou la masse volumique de l'air diminue, les moteurs donnent moins de poussée et l'avion demande de plus en plus de puissance. Donc, résultat des courses, les performances, le poids qu'on pourra emmener dans cet avion va forcément diminuer. Je ne peux pas être plus simple et plus rationnel que ça. Voilà, j'espère que c'est compris. On va passer chez Travier Jad Vénus Très qui bien. dit, attends, Walid, 2 minutes. Il dit, je vous ai parlé pour mon intention d'abord injecter ton fils dans l'aviation. Oui, tu veux dire que tu veux mettre ton fils sur des rails pour faire pilote, quoi, pour étudier l'aviation et être pilote, probablement, ou ingénieur en aéronautique ou quelque chose. D'abord, il faudrait lui poser la question. S'il est favorable, s'il a des prérequis, s'il aime bien faire ça, etc., etc. Ce n'est pas à toi de lui choisir sa voie, si tu veux, quelque part. Regarde si lui-même il est intéressé, si ça l'intéresse, si tu le vois, par exemple, vraiment faire des choses autour de ce thème qui est l'aviation, suivre des documentaires, trucs et tout, et quel âge il a, quel niveau il a, etc., etc. Donc, tu peux pas prendre des décisions à sa place. C'est pas parce que toi, ça te plaît que tu vas devoir lui imposer ça. Ah, c'est mon avis, hein. Ça, c'est mon avis. Maintenant, parle avec lui, regarde s'il est favorable à ça, et si tu as les moyens pour lui payer une formation, et si, il y a beaucoup de si là-dedans. Oui, Il faut toujours rechercher oui, le métier qu'on a envie de faire. exact. Quand on fait le métier qu'on a toujours voulu faire, c'est magnifique. On n'a pas l'impression de travailler. Voilà. Donc, il faut, comme le dit Nourdine, il faut déjà que ça vienne de lui. Est-ce qu'il veut faire de l'aviation ou pas? Voilà. Parce que il y a eu des surprises, hein. Les parents, bon, ça part d'un bon sentiment, ils aiment bien que leurs enfants soient ingénieurs, médecins, un truc. Mais encore faut-il qu'ils puissent et qu'ils aiment ce que tu leur proposes. Enfin, ce qu'il y a. Voilà, je sais pas. Il y a eu des Il ne faut pas surprises. essayer de se réaliser au travers de ses enfants. Voilà, oui. Voilà. Non, et en plus, les médias faisant, donc des fois c'est d'actualité, des fois, oui, ils entendent parler, la vie d'un pilote, c'est vraiment le rêve, les voyages, des avantages, des trucs. Mais ils oublient, ils occultent l'autre côté. C'est pas pour décourager les gens, hein, au contraire, hein. Nous, on a fait ce métier par passion et par vocation. À la limite, je peux combiner les deux. Mais bon, maintenant, à la retraite, moi, je ne peux qu'encourager les gens à faire ce métier. Au contraire. Mais il faudrait vraiment mettre toutes les choses de son côté. Avoir les prérequis, vouloir faire ça, penser au futur, avoir un plan B, etc., etc. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ah ouais, vous avez un exemple probant, Walid qui est là bientôt. Il a aimé ça, il est en train de faire ça, et il voit plus loin. Mais en même temps, je suis sûr qu'il voit plusieurs trucs. Voilà. Bon, il est au début, enfin au début, il avance bien. Un jour, il sera dans un futur très proche. Il sera en ligne, et ensuite la machine est partie jusqu'à ce qu'il sorte à la retraite. Bon, voilà. J'ai mes élèves qui commencent, et je suis en contact avec certains de mes anciens élèves, et ça y est, ils sont en ligne, c'est bon, hein. Bah, tu sais, je vais te dire, pour te dire que ça nous rajeunit pas tout ça. 2004, tous ceux qui on avait passé en Jordanie sont au Captain sur 37, instructeurs, et il y en a même deux qui sont, bon, il y en a qui sont instructeurs aussi sur 330, pour te dire. Moi, je me souviens, si on parle par exemple d'un copain, Morad,
Quand Oui. il est rentré à Air Algérie, je lui ai fait ses vols d'instruction sur 37. Il est rentré directement sur 37. J'étais son instructeur sur 37. C'est tout. Maintenant, il est le plus vieux sur 330 et instructeur et examinateur. Voilà, c'est tout. Donc, Il part à la retraite l'année prochaine. oui, l'année prochaine, je pense. C'est ça, L'année prochaine. il est Et en centenaire, plus, ouais. Ouais. en plus, je serai aussi votre élève, hein, par correspondance, mais Plaisir. Ça fait plaisir. Exactement. Ça prouve que si tu veux, il y a une continuité et puis ça fait plaisir de voir que les gens que l'on a formés, ben ils ont continué, ils ont réussi, c'est tout. On n'y est pas vraiment pour quelque chose parce que c'est aussi le travail de l'élève, mais on a quand même participé à son évolution, voilà. il y a aussi le parti sombre où on n'en parle pas beaucoup, mais euh, pendant les études, déjà la moitié ne réussissent pas. Ouais. Déjà, au Canada, ils sont pas très sélectifs les écoles, mais on l'a vu entre le PPL et le CPL, on est la moitié. Mais tu sais, il y a eu des études qui ont été menées sur les compétences psychomotrices d'une génération d'individus. Combien de pourcentage d'une population possède les compétences psychomotrices pour être pilote? Eh bien, les résultats sont dramatiques. C'est 10% à peu près. C'est-à-dire qu'il y a 10% d'une génération qui pourrait être pilote. On ne parle pas de formation, de connaissances ou quoi que ce soit. On parle de compétences psychomotrices essentiellement, c'est-à-dire le déplacement en 3 dimensions, etc., etc. Eh bien, ça ne fait pas de nous, attention, il faut bien s'entendre, ça ne fait pas de nous des gens, des super intelligents ou quoi. On a tout simplement certaines compétences que d'autres n'ont pas. Ah, j'ai un coup de téléphone, je réponds. Hein. Je réponds à Princesse Hermosa. Elle dit si l'avion casse un des moteurs, bon, on dit pas casse, mais c'est pas grave. Si un avion tombe en panne, un des moteurs tombe en panne, peut-il arriver à destination avec seulement un oui, sans problème. Et donc, quelles que soient les phases, si tombe en panne au décollage, donc ça dépend quelle panne, même s'il prend feu, le feu est éteint, il revient avec un moteur. En croisière, si ce moteur tombe en panne, eh ben, il va pouvoir se poser sur un aéroport de dégagement si son aéroport de destination est loin. Alors, il a toujours un aéroport dans les 1 heure aux alentours sur lequel il peut se poser. Donc, aucun problème. Et je te dirais encore mieux, même s'il perd ses 2 moteurs, il peut planer, vu son profil de 15, il a un profil de 15 à peu près l'avion. Donc disons, comme je donne toujours l'exemple d'un avion qui perd ses 2 moteurs verticales liants au niveau 310, il se pose sans problème à Marseille. Alors regarde la distance et tu verras. Voilà, à peu près. En gros, c'est ça. Alpha, oui, tu as répondu Alpha en disant la check médicale. Oui, on tente. Ouais, c'est ça, c'est le premier obstacle déjà. Oui. Il y a la check médicale et puis il y a également les aptitudes. Vous savez, ce métier demande un tas de capacités. Par exemple, une grande capacité à l'attention dispersée, être capable de s'occuper de plusieurs choses en même temps, etc. Ben, il y a des gens qui sont très intelligents. Hein. Ça ne remet pas en cause du tout ni leur intelligence ni rien du tout, mais qui ont un problème avec ça. Des gens qui gèrent, qui finalement voudraient bien piloter, mais dans un avion, ils sont pas à l'aise, ils se sentent pas à l'aise, ils sont physiquement un peu diminués ou quoi que ce, et puis voilà, et puis ça se passe pas, voilà. Eveline, tu demandes de te parler des entreprises privées qui travaillent à l'aéroport. Ben, tu sais, sur un aéroport, tout n'appartient pas à l'aéroport. Et d'ailleurs, l'aéroport est là pour faire la gestion aéroportuaire. Et c'est des espaces qui sont loués à des entreprises privées. Justement, des magasins, des prestataires de services, des compagnies aériennes, etc., etc. Donc tout ça, n'appartient pas à l'aéroport. Ils payent des fees, des taxes, des droits de location au niveau d'un aéroport qui permet justement à cet aéroport de fonctionner, à savoir la rénovation des satellites, ceci, cela, les airs, le stationnement, etc., etc. Mais je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a des compagnies qui font l'assistance
des compagnies Oui, aériennes, ce qu'on appelle les compagnies de handling. oui, Quand vous voyagez par telle ou telle compagnie, les gens qui vous font l'enregistrement, c'est pas forcément des gens de cette compagnie. exact. C'est une compagnie dite compagnie assistante qui va faire le travail pour le compte d'une compagnie de transport aérien. Et d'ailleurs, maintenant, les compagnies aériennes, pratiquement plus aucune, sauf certaines, bon, bah, comme Air Algérie par exemple, mais et encore Air Algérie en Algérie, parce qu'à l'étranger, elle a des compagnies assistantes. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui ne font que ça, qui s'occupent des passagers, des avions, etc., selon ce que l'on compagnie assistée veut avoir comme service, bien sûr. Mais ça, c'est des compagnies qui opèrent sur les aéroports aussi. Tu parles des réglages des capteurs de température de pression. Quand tu parles de système de régulation au niveau des aéroports. Et comment avoir ce genre de certificat mondial pour arriver à travailler? Je peux rien te dire à ce niveau. Tu rentres sur Internet, je pense que, ou sur ChatGPT, tu poses la question. Probablement, tu auras sûrement une orientation sûrement plus détaillée et plus complète et plus instructive que celle que je pourrais te donner, à peu près, comme ça. INT, Aint, CRM. Je sais même pas si elle existe cette compagnie de réglage température. Je sais pas. Si tu le dis, c'est que tu as dû le voir quelque part et que ça doit exister. Désolé. Elle parle pas de la station météo? Non, c'est pas un truc privé, ça appartient à la BTO si tu veux. C'est un organisme étatique en général. Et il travaille en pool avec le NNA, mais en général, c'est une direction à part qui fait partie du ministère des Transports ou bien d'un organisme d'État. Donc, c'est pas privé. C'est pas privé, la météo. Maintenant, sur les autres aéroports, je peux pas te dire, hein, je ne sais pas, franchement, hein. En Algérie, du moins, c'est un organisme à part. D'ailleurs, le siège de Hamid se trouve à Babzouar, pas loin de la direction générale de l'Algérie. Mais c'est un organisme d'État hein, qui fait partie justement, c'est un des secteurs du ministère des Transports. Les nouveaux avions vont arriver au mois de juillet, probablement, c'est ce qu'ils disent. Comment la météo affecte-t-elle l'aviation? Genre, eh ben, la météo est d'abord, c'est vaste comme monde. Moi aussi, j'ai eu des... Et- Pardon. Qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce que tu as eu? Vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu as eu? Des spams. Tu sais, ils m'appellent. Et il ne faut pas répondre. Fois, le téléphone, il te dit que c'est un spam. Ouais, Mais d'autres fois, non. ouais. Moi, c'est simple ici, je réponds pas. Des fois, c'est des trucs publicitaires. Des fois, c'est des spams. Trucs, je prends le numéro, je rentre sur Truecaller et je vérifie à peu près. Alors, on te dit, c'est likely business, likely ceci. Et je réponds jamais. Comment la météorologie affecte-t-elle l'avion? Genre, est-ce que les nuages sont-ils dangereux? Oui, il y a des nuages qui sont très dangereux, comme les cumulonimbus, parce qu'ils génèrent une turbulence qu'un avion ne peut pas supporter. Mais le brouillard aussi est un nuage très dangereux. Donc, oui, la météo, bah, par définition, comme l'avion se déplace dans ce qu'on appelle la troposphère, les avions de ligne tout au moins, ben, on est soumis aux nuages. Alors bon, la visibilité pose problème, la visibilité dans les nuages pose problème si c'est à l'atterrissage ou au décollage, bon ça c'est clair. Et en altitude, les nuages ne posent pas de problème de visibilité parce qu'on n'a pas besoin de voir dehors. Par contre, ils peuvent poser un problème en matière de turbulence. Voilà. Hum, hum. Tu voulais dire quelque chose, Walid? Hum.
Non, il a tout dit, JB. De toute façon, après lui, on peut pas en rajouter. Pas du Pas tout, trop tu peux rajouter. rajouter. Hein. Du coup, je débrouillard. C'est ça. Bah, en fait, ouais, généralement, le cumulonimbus, c'est le plus dangereux qui peut. Ah, le cumulonimbus, Et tu sais que tu as les Altocumulus castellanus, tu as tout ça qui sont, même les Stratus lenticularis, par exemple. Les Stratus lenticularis peuvent donner des rotors en dessous, terribles. Hein. Nous, à Alger, par exemple, c'est flagrant quand tu as un vent du sud à Alger, comme il y a, pour ceux qui connaissent Alger, bon, au sud d'Alger, il y a une chaîne de montagnes qu'on appelle l'Atlas tellien. Eh bien, quand le vent souffle du sud, c'est une chaîne de montagnes qui est orientée est-ouest. Et quand on a un vent du sud fort, eh bien, il y a des rotors qui se produisent, il y a des turbulences qui se produisent sur la face nord des montagnes. Et je vous garantis que quand vous descendez là-dedans, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas forcément de nuages, mais vous avez des turbulences pas possibles. Hein. même les tauricumulus, même les TCU. Oui, même les towering cumulus, oui, bien sûr. Alors, surtout quand ils sont en formation aux abords d'un aéroport et qui vont se terminer par évoluer vers un CB. Alors, tu as compris que là, pour passer, alors quand ils sont dans l'axe, ce n'est pas joli. Généralement. Eveline qui veut monter Là, je pour l'ai poser fait, une question. lui envoyer voilà. Et Eveline ou Eveline, on ne sait pas. Line fiha fiha. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut tout le monde. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien même. Merci. Alors, ma question, si je me permets, à Mourad. Oui, allez-y. Tout oui. Merci. Alors, ma question, c'est par rapport aux entreprises privées, c'est-à-dire c'est des sous-traitants privés qui travaillent tout ce qui est automatique, tout ce qui est système asservi. Donc, ça concerne, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est quand l'avion est en atterrissage ou bien, je sais pas comment expliquer ça, mais pour que le pilote soit au courant que la température du sol, l'humidité du sol, ainsi de suite. Alors, pour assurer tout ça, il faut des capteurs. Alors, normalement, c'est des entreprises privées avec une licence ou bien un certificat mondial et avec une formation aussi. Donc, c'est pour les ingénieurs ou bien pour certains types pour certains domaines. Donc, il y aura un certificat mondial avec une formation et on puisse au final arriver à travailler ce genre de tâches, c'est-à-dire faire le réglage et la programmation C'est le calibrage. des capteurs. Le calibrage, vous voulez dire, le calibrage de tous les capteurs, etc. Voilà, ça, c'est effectivement, il y a des entreprises qui font ça. Alors, ça dépend des pays. En Algérie, par exemple, c'est pas privé, c'est l'ENNA qui fait ça. C'est les services techniques de l'ENNA, l'entreprise nationale de la navigation aérienne. Mais dans d'autres pays, il peut y avoir des entreprises privées qui s'occupent de ça. C'est du calibrage, effectivement. Voilà. Donc en Algérie, c'est pas les entreprises privées qui font ça. Non, ça c'est tout ce qui est métrologie aéronautique, c'est fait par le NNA. Même le calibrage des moyens radio, des VOR, des ILS, etc., tous les émetteurs qu'on utilise avec les avions, ils sont calibrés par le NNA. Mais dans d'autres pays, il existe des sociétés privées qui s'occupent de ça. Question, Evelyne, question. Vous êtes intéressé par ça oui. Parce que vous êtes dans le domaine ou quoi? Moi, je suis à la base électronicienne. Ma spécialité exactement, c'est l'automatisme. Mais en Algérie ou ailleurs? En Algérie. Bah, en Algérie, de toute façon, vous avez qu'un débouché, c'est ou l'ONM, l'Organisation nationale de la météorologie, ou bien l'ENNA, l'Entreprise nationale de la navigation aérienne.
Bon, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas d'organisme privé qui fait ça. Belek dans le futur, on ne peut pas savoir. Mhm. Belek dans le futur, ces entreprises pourront faire appel à un organisme privé pour sous-traiter avec eux si ça leur revient moins cher. Et des fois, ça revient moins cher de sous-traiter que d'avoir une structure. Ouais, ouais. Euh, Non, mais Normalement, oui. dans d'autres domaines, moi j'ai un ami qui a une entreprise en Algérie de métrologie, qui fait du calibrage de différents équipements de mesure, etc., mais dans d'autres domaines que l'aéronautique. Voilà. Mais dans Mhm. l'aéronautique, il se trouve que historiquement parlant, en fait, c'est pas, c'est qu'on a hérité de ça. C'est-à-dire que le NNA, l'ancienne ENEMA, c'est l'établissement national de la météo, de l'exploitation et de la météo aéronautique. Voilà, c'était le NMA, Mhm. le NEMA, et qui est devenu ENNA. Voilà. Et puis il y a l'ONM, l'Office national de la météo. Certainement, c'est eux qui s'occupent du calibrage de tout ce qui est équipement, instruments de mesure météo, etc. Mais vous pouvez vous rapprocher d'eux, peut-être. Hein, ça peut être, ils peuvent chercher peut-être des profils comme le vôtre. Hein. exact. Euh, Est-ce qu'il nécessite par exemple une formation précise ou bien c'est juste le bagage universitaire avec une formation euh, dans le domaine Vous avez avec dit que eux? vous avez dit que vous êtes du domaine et que vous êtes dans la robotique et de l'électro. Oui, automate, oui. Donc, Normalement, il devrait y avoir juste une adaptation voilà, c'est ce qu'on aux appelle. équipements qui sont utilisés, mais normalement, oui, ça devrait pouvoir le faire. D'accord. Vous ne perdez rien de leur écrire ou d'aller les voir carrément si vous êtes sur Alger, avec un CV explicatif et Le NNA, la direction générale, se trouve avenue de l'Indépendance, quand vous montez du champ de manœuvre vers El Biar. Voilà, c'est à droite dans le virage. Vous avez la direction générale de l'ENNA. Et ouais, l'ONM, l'Office national de la météo, il est à Dalbeida, si ma mémoire est bonne. Baïda, oui, Baïda. Dans le village de Dalbeida. D'accord. Euh, Ce que je viens de vous demander concernant une certificat mondial dans le domaine, euh, si je veux, si je cherche une information concernant ça, euh, donc c'est le mot-clé, c'est ça, c'est le calibrage. Oui, calibrage des instruments euh, aéronautiques, des instruments de mesure en aéronautique, voilà, au calibrage aussi des aides radio, calibrage des aides radio, Parce que si vous dites calibrage des instruments, truc, ils vont peut-être vous envoyer vers instruments à bord. instruments embarqués, ouais. Donc il faut Mhm. préciser capteur abri et météo, calibrage, QNH, vent, ceci, cela, direction du vent, etc. Et vous allez être dirigé directement vers ça. D'accord. Merci infiniment. Ça, Alors, il y a Bon courage DID, pour tout le monde. oui, merci. merci. Il y a DID, bon, je sais, j'arrive pas à lire, DID F2MT, bon, peu importe. En quelle année le pilotage automatique a-t-il été créé? Ben, il y a très très longtemps. Oui, très Il y a longtemps. très 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 longtemps. Alors c'était des pilotes automatiques qui étaient évidemment très rudimentaires, mais je sais que le DC-3 était équipé d'un pilote automatique. Voilà. Euh, C'était très rudimentaire. C'était un pilote automatique enfin à l'époque, moi j'avais vu sur un DC-3, il avait ses propres instruments. Il y avait un horizon artificiel au milieu du tableau. Il y avait un horizon artificiel pour le pilote automatique. Il y avait un gyro directionnel pour le pilote automatique. Alors que bon, maintenant, les pilotes automatiques prennent leurs informations sur toutes les centrales de data de l'avion. Mais à l'époque, c'était... Alors évidemment, ça faisait pas grand-chose. Ça devait tenir plus ou moins l'altitude et être capable de tenir plus ou moins un cap, sans plus. Mais voilà. Tu dis, je veux poser une question. Pose ta question. Je t'ai fait une invitation, tu n'as pas répondu. Et Princesse a dit, je pose trop de questions. Non, alors, personnellement, je trouve pas, mais bon. Salut, Jalel.
ça chichi. Il n'a pas fait les deux aujourd'hui. Il travaille le truc. Ah. يخدم بالنفحة. Salut tout le monde, salut. Il n'y a plus personne qui... Et ça va, Walid, en ce moment, la météo là-bas, par chez toi, c'est bon? Ça commence à s'améliorer? Ben, ça s'améliore au niveau des plafonds, mais on a beaucoup de vent en ce moment. Beaucoup de vent. Ouais. Quoi, De vent. Ah. On a des turbulences, on a beaucoup de rafales de vent. Ça atteint les 25 parfois. Oui. 25, c'est Mais... d'avion, oui, mais oui. 25. Ouais. Et nous, on est sur les petits avions, souviens-toi, on se faisait secouer. En fait, on a des limites. Avec le 172, on est à 15 nœuds de travers. Et généralement, c'est de travers qu'on a le vent à Gatineau. Et surtout quand tu as un vent de face en finale et que tu arrives avec une vitesse de... Tu es en MPH ou là en E? On a les deux, ça dépend. On a certains avions MPH, certains en E. Tu imagines, tu arrives avec 80 nœuds, max ça m'attend d'accord, et tu as 20 nœuds. Donc, de face. Tu as 60. Tu fais du stationnaire. Alors, rajouter à ça... M'être posé à Marseille avec 55 nœuds à Mistral, à 55 nœuds, tu t'amènes, bon, évidemment, on prend de la marge, mais tu t'amènes à 70 nœuds, à 170 nœuds en finale, moins 55, tu dégages à la première bretelle. Il n'y a pas de problème. C'est quoi? Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien l'atterrissage quand il y a un vent de face qui est. Oui. Ah ben, tu te poses super bien. Tu te poses super bien, tu maîtrises mieux l'avion, l'appareil. Alors, Walid, tiens, une question qui peut te servir pour le CPL. Tu as voyagé en avion de ligne et tu pilotes un petit avion. Tu as remarqué que les petits avions sont beaucoup plus sensibles à la turbulence que les gros. C'est vrai. Est-ce que tu sais pourquoi? Rapport au poids de la... Enfin, je sais qu'on a des vitesses de turbulence. Pas seulement. Qui sont en fonction du poids. Plus l'appareil il est lourd, plus on peut y aller plus vite dans les turbulences. Mais il y a un paramètre, c'est celui qui va déterminer le facteur de charge, le load factor, pour une rafale donnée. Il y a un paramètre qui va diminuer, pour la même rafale, qui va diminuer le facteur de charge résultant. Est-ce que tu connais ce paramètre? Non. C'est ce qu'on appelle la charge à l'air, c'est-à-dire le poids divisé par la surface de l'aile. Oui, là comme ça, oui. Là, ça me parle. Le poids, voilà. Et si tu regardes ma vidéo sur la turbulence, j'en parle. Je ne sais pas si c'est turbulence ou limitation, peu importe. Dans une de mes vidéos, je donne justement la formule du facteur de charge en fonction de la rafale et de la vitesse de l'avion. Et où je rentre justement avec la charge à l'air. Donc sur un petit avion, comme il vole pas vite, on ne peut pas trop charger les ailes. Donc tu as relativement à ton poids, le ratio, le poids divisé par la surface, il est beaucoup plus faible que sur un avion de ligne. D'accord? Et donc, parce que tu as une grande surface d'aile pour un poids relativement léger. Et alors que sur un avion de ligne, alors le pire, c'est sur les chasseurs. Sur les chasseurs, ils volent tellement vite qu'ils ont des ailes toutes petites. Donc eux, ils passent la turbulence, ils ne voient rien du tout. Ils ne sentent pas du tout. Voilà. Donc c'est essentiellement, c'est pas la taille des ailes qui compte. C'est le Montréalais 1215. C'est le paramètre poids divisé par surface des ailes. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la charge à l'air. A-L-A-I-R-E. Voilà. Youssef, salut.
Salut, Salut Youssef. comment allez-vous? Et toi? Désolé, j'étais pas du tout régulier parce que j'ai des petits problèmes, de gros problèmes à T'inquiète régler. pas, Attention. nous non plus. Hein. Nous non plus, t'inquiète pas. Voilà. C'est des trucs, on veut pas en sortir, c'est des trucs d'administratif, judiciaire, etc. Et tout, c'est pas évident du tout. C'est bien, au moins ça t'occupe. Voilà. Alors, ça se passe bien? Pas bien, pas de problème. Alors, il y Ah, a bah, Di de 2M JTF qui dit merci, mais comment il se programme sans informatique, le pilote automatique? Eh bien, quand on n'avait pas d'informatique à bord, on ouais, programmait le pilote automatique pour des fonctions très basiques, à savoir maintenir l'altitude vas-y. Voilà. et maintenir le cap, stop et fin. Et Mhm. après, quand on a Le cap. commencé à avoir un peu d'électronique, on a fait en sorte que l'on puisse faire des virages avec, et puis après que l'on puisse intercepter un radial VOR, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous-mêmes, par exemple, sur le 37-200 et le 727, etc., on n'avait pas lateral navigation and vertical navigation, on n'avait rien de tout ça. C'était le pilote qui mettait l'avion en montée, qui réglait la montée, Mhm. qui pilotait l'avion en montée, quand on arrivait à l'altitude voulue, qui engageait le maintien d'altitude, et ainsi de suite. Tandis que maintenant, eh bien, vous avez lateral navigation and vertical navigation, c'est-à-dire que l'avion va suivre des axes de navigation, donc ça c'est la navigation horizontale, ça sera des axes qui seront matérialisés soit par le GPS, soit par des moyens radio, des balises radio, et il va être capable également de faire une navigation verticale, à savoir de monter Mhm. selon un certain taux de montée, vers telle altitude, tout ça qui aura été programmé. Mais on a pu piloter des avions. Et si vous voulez, les premiers pilotes automatiques, ils soulageaient le pilote. On n'était pas obligé de tout le temps être en train de surveiller l'avion. Voilà, c'est tout. Exact. Mais il fallait faire toutes les actions, de faire tourner l'avion, de le faire monter, descendre, etc. Et après, quand on programmait le pilote automatique pour une action donnée, bah, il continuait sur sa lancée. Mais bêtement, hein, si on l'arrêtait pas, il continuait. Il n'y avait pas de VNAV path. Access. Après, la programmation, les gens, ils l'associent toujours à l'informatique, mais la programmation, elle peut être mécanique, elle peut être électrique, elle peut être informatique. C'est pas toujours informatique. Hein. Mais sur les anciens pilotes automatiques, je dis comme le 37-200, le 27, quoi, bah, les waypoints, il fallait que nous, on fasse le boulot. Qu'on Exact. affiche la prochaine balise, qu'on fasse tourner l'avion, etc., qu'on le recale. Après, on mettait en capture de la nouvelle radiale VOR et puis il suivait son truc. Mais on était obligé de tout faire, la montée, la descente, tout. Hein. Maintenant, c'est couplé au FMJEC, sans problème, terminé, c'est bon. Je peux poser une question? Mais tu peux en poser Eh oh, deux pour le même prix. Vas-y. Youssef, vas-y. en cas de, est-ce qu'il y a déjà eu oui, des pannes de pilote automatique en vol? Est-ce qu'il y a déjà eu ce cas de figure? Le pilote automatique a deux channels sur les nouveaux avions, deux channels chacun. Il y a deux Oui. autopilotes. Bon, sur 67, il y a trois autopilotes. Chacun a deux channels, Ah, le d'accord. channel A et B. Ah, Alors, même d'accord. Ouais, ouais. quand il perd un channel, c'est pas un problème. Il peut les perdre tous les deux. Et tu peux Oui. même perdre les deux autopilotes en cas de perte de deux systèmes. Comme par exemple, tu perds deux moteurs, tu perds deux systèmes hydrauliques, tu perds les computers et tout, tu peux les perdre. Ça peut arriver. Mais bon, l'avion n'étant pas fait commercialement parlant pour voler avec, quand c'est un long vol. Maintenant, quand c'est un petit vol, il peut continuer avec son Mhm. problème. Le pilote, il peut continuer avec. Mais il est préconisé de se poser si, par exemple, il perd ses deux autopilotes carrément avec les moteurs. Mais c'est extrêmement rare, hein. Il y a toujours une redondance. Il y Sidi a une Saïd Zara redondance. pose une question intéressante. Quelle est la différence entre la sécurité et la sûreté? Très intéressant parce que l'erreur est très souvent faite. La sécurité, c'est l'ensemble des mesures qui sont prises, qui sont mises en place
afin de diminuer la fréquence des accidents, donc des choses qui sont fortuites, et diminuer les conséquences de ces accidents. Ça, c'est la sécurité. La sûreté, c'est l'ensemble des mesures prises et mises en place, etc., pour diminuer l'occurrence, la fréquence des actes malveillants. Là, on n'est plus dans l'accident, on n'est plus dans le fortuit, on est dans l'acte délibéré, mauvais, malveillant. Vol, attaque à main armée, viol, rapt, etc., etc. Ça, c'est la sûreté. Et justement, donc, les mesures de sûreté visent à empêcher les actes de malveillance et à diminuer également leurs conséquences si jamais ils se produisent. Voilà la différence entre sécurité et sûreté. Faites attention, en anglais, ce sont des faux amis, parce que en anglais, security, qui pourrait faire penser à sécurité, c'est la sûreté. Et safety, c'est la sécurité. Youssef, ton micro. Youssef, on est en train d'entendre tout ce que tu dis. C'est toi qui es en train de faire le stage de CSS, non? Le stage du PSS, je pense. Youssef, Oui, ton micro, oui, oui, il y a un retour. Ton micro. oui. Ton micro, il y a un retour. Tu mets ton micro sur off, il y a un retour. Quand tu veux parler, tu l'allumes. Ah, d'accord, ok. Il y a un retour de fond. Ok. Pour le moment, j'écoute, parce que je suis en train de conduire, le temps d'arriver. J'ai pour quelques minutes. Interdit de conduire en parlant. Interdit. Ça va être l'heure fatidique, Ouais. je crois. Ça va être l'heure fatidique du thé. Donc je vais vous quitter. Hein, et puis on verra si vous êtes encore là au retour. Non, j'y vais, maman, je vais y aller. Maman, je vais aller. Je vais laisser. D'accord, ok. Allez, bonne soirée à tous et à Salut, bientôt, Youssef. Inch'Allah. Salut, Walid. Allez, Salut, ciao. à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Salut, JB. Et salut, Youssef.